Choose Canada. There's a new BDS priority target. Aujourd'hui, les appels au boycott sont quasi quotidiens. Ce terme n'a d'ailleurs jamais été autant recherché depuis 20 ans. Et les cibles de ces boycotts sont diverses. Le gouvernement israélien, l'administration Trump, Tesla ou encore Meta. Cette pratique, qui est utilisée pour faire pression sur un État ou une entreprise, existe depuis des siècles. Mais au fond, est-ce que ça sert à quelque chose? C'est un moyen utile qui tout seul ne sert pas à grand-chose. Arrêter d'acheter certains produits, est-ce que ça peut vraiment avoir un effet concret? L'objectif d'un boycott, ce n'est pas nécessairement ou uniquement d'avoir un impact économique. Et enfin, quels critères un boycott doit-il respecter pour être efficace? Avec l'aide de la sociologue Marlene Saakian et l'économiste Léo Charles, on décrypte tout ça dans cette vidéo. Déjà, d'où vient ce terme de boycott? Il vient de cet homme, Charles Boycott. À la fin du 19e siècle, ce Britannique a pour mission de collecter les loyers des paysans sur une zone de 15 000 hectares en Irlande. Il se montre rapidement autoritaire, impose des amendes démesurées et expulse même de leurs terres les paysans qui ne payent pas leur loyer. En réaction, la population s'organise et décide tout simplement d'isoler totalement Charles Boycott. Les cultures ne sont plus récoltées, les marchands refusent de vendre des produits à boycott et même le facteur cesse de lui livrer son courrier. Cette stratégie radicale s'avère payante. En quelques mois, Charles Boycott est obligé de quitter l'Irlande. Ce moment a apparemment tellement marqué les esprits que depuis, toute action de blocus populaire porte son nom, boycott. Mais ce n'était pas la première fois qu'un groupe de personnes mettait en place ce type de stratégie. Le phénomène existait bien avant son arrivée en Irlande de l'Ouest. Notamment, moi, le premier boycott qui me vient à l'esprit, c'est quand même le boycott qui est associé à l'indépendance des États-Unis d'Amérique. Cette partie du monde était une colonie de l'Empire britannique. Et au XVIIIe siècle, les Anglais qui amenaient du thé de leur colonie en Inde et les vendaient à un plus-value extrêmement fort, ils avaient carrément une monopolie du marché du thé et vendaient ce denrée en Amérique du Nord, eh bien, quelques personnes ont pris des bateaux et ont jeté, je ne sais pas moi, 40 tonnes de thé dans la baie de Boston en criant « On ne sera pas taxé si on ne peut pas être représenté ». No taxation without representation, et c'est devenu une espèce de cri de guerre pour demander une certaine indépendance de l'Empire britannique. Donc j'imagine que ce pratique de boycott a toujours existé. Depuis qu'il y a des échanges marchands, il y aurait des appels à ne pas acheter quelque chose pour des raisons morales. Alors depuis le blocus organisé contre Charles Boycott, l'histoire a retenu plusieurs boycotts qui ont porté leurs fruits. On pense notamment à celui des produits britanniques au profit des produits indiens organisé dès 1920. C'est ce qu'on appelle aussi le mouvement Swadeshi, initié par Gandhi. Cette stratégie a contribué au développement du nationalisme indien pendant l'occupation britannique. Ce n'est qu'en 1947 que le pays obtient finalement son indépendance. Il y a aussi le boycott des bus publics dans la ville américaine de Montgomery par les Afro-Américains. Ce mouvement, il a été initié en 1955 par la militante Rosa Parks qui avait refusé de s'asseoir à l'arrière du bus, seule place que les Afro-Américains avaient le droit d'occuper à l'époque. Après 381 jours de boycott et des dizaines de bus obligés de rester au dépôt, la Cour suprême des États-Unis a fini par considérer la ségrégation dans les bus comme anticonstitutionnelle. On pense aussi au boycott des produits sud-africains, qui avait pour but de dénoncer l'apartheid, une politique qui visait à interdire tout métissage au sein de la population. Ce boycott, lancé en Angleterre en 1959 et qui a pris une ampleur internationale, a duré plus de 30 ans. Il a fallu attendre 1991 pour que l'Afrique du Sud mette fin à cette politique. Mais alors, quels critères ont rempli ces boycotts pour atteindre leur but? Je dirais que la première chose, c'est qu'il faut une coalition de groupes sociaux suffisamment large pour mener à bien ce boycott. Généralement, quand les consommateurs sont un peu seuls, le boycott ne suffit pas. Mais dès lors qu'on a une coalition entre des consommateurs citoyens, des États aussi qui viennent soutenir ce boycott ou ce changement de régime international, alors là, effectivement, le boycott devient quand même un peu plus puissant et un peu plus efficace. Il faut aussi que ce soit des campagnes qui s'inscrivent dans le temps long et qui deviennent finalement incontournables. Troisième élément, c'est mieux de viser un État ou une entreprise, comme on vient de le dire, qui a
conscience du pouvoir de son image et qui est très dépendant de son image de marque. Ça, généralement, ça marche bien. Alors à première vue, le but d'un boycott, c'est d'imposer une pression économique sur un État ou une entreprise pour faire valoir ses revendications. Je n'achète plus ce produit, donc l'État ou l'entreprise perd de l'argent et est obligé d'accéder à mes demandes. C'est la logique de l'offre et de la demande. Alors concrètement, est-ce que les boycotts ont un réel impact économique? En fait, c'est assez difficile à dire parce qu'on manque d'outils pour évaluer les répercussions d'un boycott, et ce pour plusieurs raisons. Une entreprise n'est pas obligée de publier ses résultats de vente, etc., etc. Et dans le cadre d'un boycott, elle a plutôt tout intérêt à ne pas montrer que cela marche. Lorsque ça concerne un État, c'est aussi compliqué puisque si on fait des études macroéconomiques d'ensemble, souvent le boycott va viser certains produits ou certaines industries, et donc l'analyse macroéconomique cache un peu, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Si on rentre un peu plus dans le détail microéconomique, là on va avoir des problèmes de données, des problèmes de méthodes qui sont un peu plus compliqués. Et enfin, la dernière chose, c'est que face à un boycott, on peut avoir une réorganisation de la production mondiale, une réorganisation des flux commerciaux qui cache encore plus l'effet du boycott réel. Prenons comme exemple les deux boycotts importants en cours en ce moment, le boycott contre l'État d'Israël et le boycott contre les États-Unis. Le premier a été lancé par BDS, Boycott, Désinvestissement et Sanctions. There's a new BDS priority target. This makes them complicit in Israel's apartheid and violations of Palestinian rights. S'inspirant de la lutte anti-apartheid contre l'Afrique du Sud, ce mouvement appelle depuis 2005 à un boycott ciblé de certains produits et entreprises pour dénoncer la colonisation des territoires palestiniens par l'État d'Israël. Alors jusqu'à présent, d'un point de vue économique, quel a été l'impact de ce boycott? Il y a des projections pour l'instant qui viseraient à dire qu'on est sur des pertes allant jusqu'à 11,5 milliards de dollars par an pour l'économie israélienne. Ça peut paraître beaucoup. En réalité, ça représente moins de 2% du PIB israélien. Si les effets économiques ne sont pas flagrants, les effets politiques, eux, commencent à se faire sentir selon BDS. Parmi les nombreux impacts mentionnés, BDS évoque notamment des actions de certaines organisations internationales, comme le vote de l'Assemblée générale des Nations unies en faveur de l'imposition de sanctions à Israël, des décisions d'État et de gouvernements locaux, comme l'annulation de 30 permis d'exportation d'armes vers Israël par le Canada, ou encore les actions des milieux académiques, comme l'engagement de l'Université de Liège en Belgique à n'avoir aucun lien avec les universités israéliennes. Le dégât d'image ébranle également certaines grandes entreprises. C'est le cas par exemple de McDonald's. L'entreprise américaine a été visée par un boycott important quand sa franchise israélienne a décidé d'offrir des repas gratuits à l'armée du pays. Résultat, le groupe a reconnu que son chiffre d'affaires au niveau mondial avait été temporairement affecté par le boycott, reculant de 8% en juin 2024 avant de remonter en 2025. L'entreprise Starbucks, qui a aussi été accusée de soutien indirect à l'État d'Israël, mais qui ne se trouve pas sur la liste BDS des entreprises à boycotter, a aussi vu son chiffre d'affaires baisser de 4% en 2024. Le boycott contre les États-Unis est lui bien plus récent. Il a commencé en février 2025 suite aux annonces des nouveaux droits de douane américains. Et le premier pays à avoir lancé l'offensive anti-produits américains, c'est le Canada avec le mouvement Buy Canadian. Canada, it's time for more us. It's American. Buy French's. It's Canadian. We're in a trade war, you traitor. Choose Canada. Et cette campagne aurait déjà un impact économique concret selon l'agence Dunnhumby. Les grands magasins et les chaînes américaines se trouvant au Canada vendent un peu moins qu'avant par rapport aux autres enseignes. Après le Canada, de nombreux autres pays se sont engagés dans le boycott des produits américains, mais il est plus difficile d'en quantifier les effets. Les quelques chiffres dont nous disposons pour l'instant confirment une chute drastique des ventes européennes de Tesla, l'entreprise d'Elon Musk. Au premier trimestre 2025, l'entreprise a vendu 52% de voitures en moins par rapport à la même période en 2024. L'impact sur le tourisme est aussi assez important. En mars 2025, le nombre de voyageurs arrivant aux États-Unis a diminué de 12% par rapport à l'année dernière, selon l'Agence américaine pour le commerce international. Une tendance qui devrait se confirmer sur le reste de l'année. L'agence s'attend à une baisse globale de 10%, ce qui pourrait représenter une perte de près de 9 milliards de dollars de revenus pour le milieu du tourisme américain.
Voici ce que l'on peut dire sur l'impact concret. Mais attention, un boycott peut aussi entraîner des effets inattendus et pas vraiment souhaités. Lorsqu'il est mal ciblé, il risque de pénaliser des acteurs qui ne sont pas directement responsables, voire qui sont eux-mêmes vulnérables. Il y a un certain nombre de produits estampillés américains qui sont en réalité produits en Europe, ou dont une partie de la marchandise est produite en Europe. Finalement, quand vous boycottez, par exemple, des automobiles américaines, il se peut que, en réaction, les États-Unis ou les firmes américaines décident de fermer en premier lieu les sites de production européens. Donc, effectivement, ça peut être difficile d'avoir une cible très précise et on peut avoir des effets secondaires sur nos propres économies. Un des problèmes, c'est qu'on vit dans des sociétés où nos biens de consommation et les services sont dans des longues chaînes de production extrêmement complexes. Comment savoir si la pièce d'une bombe jetée sur un malheureux village en Palestine a des éléments suisses ou autres dedans? C'est très compliqué d'arriver à ce niveau de détail. Donc peut-être que le boycott autour de produits précis se complexifie aussi. Malgré ses limites, le boycott reste un outil puissant, mais pas nécessairement sur le plan économique. En réalité, c'est plutôt l'image de marque qui est le vrai point faible des États ou des entreprises ciblées. Dans un monde hyper médiatisé, la réputation d'une entreprise est un bien extrêmement précieux. Une mauvaise publicité peut dissuader des consommateurs, mais aussi des investisseurs. Pour moi, l'objectif d'un boycott, ce n'est pas nécessairement ou uniquement d'avoir un impact économique. Déjà, avoir de l'intérêt et de l'attention médiatique autour d'une thématique peut être suffisant comme résultat. Il y a des gens qui passent leur journée entière à collecter tout ce qu'on peut dire de bien ou de mauvais sur une marque, sur un produit, et ça a des conséquences directes sur des investisseurs qui vont vouloir plus ou moins investir dans une marque, une exploitation de mine ou autre, compte tenu de sa réputation. Donc cette réputation, elle est quand même très importante. Dans ce contexte, les réseaux sociaux jouent un rôle crucial. C'est notamment grâce à eux que les atteintes à l'image prennent de l'ampleur. Un simple hashtag, une story à partager ou un appel relayé massivement peuvent suffire à faire basculer l'opinion publique. Ces outils permettent de transformer un sentiment d'injustice individuelle en une vague collective et internationale. L'impact d'un boycott est donc davantage lié à sa résonance médiatique qu'à la baisse des ventes qu'il génère. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé à voir plus clair et qu'elle a répondu à tes interrogations. N'hésite pas à nous dire ce que tu penses de tout ça en commentaire. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'aller voir tous nos autres contenus sur rtsinfo.ch.